Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque perspective devient une clé pour comprendre notre époque. Aujourd'hui, nous explorons le contexte sahélien à travers l'analyse de Franklin Nyamsi, qui propose une lecture attentive des narratifs internationaux et des interactions entre acteurs locaux et partenaires extérieurs. Son intervention met en lumière la manière dont certaines informations sont relayées à l'international et invite à replacer les événements récents dans une perspective historique et stratégique. Franklin Nyamsi examine également les choix de gouvernance et les orientations économiques de la région, en montrant comment ils répondent à des priorités internes tout en suscitant des interprétations diverses à l'échelle mondiale. Enfin, il établit des parallèles avec d'autres expériences internationales, soulignant les mécanismes communs dans la coopération, la planification stratégique et le renforcement institutionnel. Cette approche permet de mieux comprendre les dynamiques régionales et globales, tout en encourageant une lecture réfléchie et nuancée des réalités sahéliennes. Ces gens de l'agence de presse africaine doivent retourner à l'école de journalisme. Ils disent que le Niger a expulsé, le premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger et que le Niger n'a pas précisé les raisons. Or, les mêmes reconnaissent dans le même article que, une semaine plus tôt, à peu près, le Bénin a expulsé 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin. Je me suis retrouvé assis aux côtés de l'armée. J'ai accepté les honneurs que l'armée m'a donnés. J'ai accepté les honneurs que le CNSP m'a donnés en tant qu'ancien président de la République. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et maintenant qu'on est en train de comploter activement, parce que le CNSP a décidé de vendre l'uranium du Niger pour le peuple nigérien, pour la terre de Saharaou Nyamangou, parce que le CNSP a dit que ça va se passer désormais ainsi et pour toujours. Je sens que les néocolonialistes français sont décidés à agresser le Niger, comme ils ont vu leur patron, Trump, agresser le Venezuela. La joie, la précipitation avec laquelle Macron félicite Trump d'avoir détrôné Maduro cache difficilement son envie de détrôner Tiani, de détrôner Traoré, de détrôner, Assimi Goïta. C'est cette joie-là, c'est cette fièvre qui habite Macron. Dans son euphorie devant la barbarie américaine au Venezuela. Et n'oubliez pas l'action qu'il a menée ouvertement au grand jour au Bénin, qui rappelle les interventions traditionnelles du néocolonialisme français au secours de ses suppôts en Afrique tout au long du XXe siècle et même jusqu'au début du XXIe. Donc voilà pourquoi je conclus cette analyse en vous disant ce n'est pas simplement un coup d'État qui est ainsi en réalité annoncé en préparation active au Niger contre le président Tiani. Ce qui est annoncé, c'est une immense agression impérialiste sur le modèle de celle que nous avons vue au Venezuela. J'ai dit que cette conférence était placée sous le signe du parallélisme des formes. On sait aujourd'hui qu'au Venezuela, Donald Trump et ses militaires spéciaux ne sont pas venus prendre, comme on prend littéralement un bouquet de fleurs dans un panier, le président Maduro et sa femme pour les amener en exil. Ce n'est pas un kidnapping simplement qu'ils ont fait. Il a fallu un coup d'État, il a fallu un coup d'État à l'intérieur de l'appareil d'État vénézuélien pour que le président Maduro soit arrêté et livré aux forces spéciales américaines qui se sont contentées de l'exfiltrer. Ce sont des complicités internes à l'intérieur de l'administration et du gouvernement vénézuélien. Le schéma qui est préparé contre les dirigeants du Sahel, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le stratagème qui est préparé comprend toujours ce double aspect. Une trahison interne et une action agressive externe. C'est le modèle qui a été utilisé en ce début janvier 2026 au Venezuela. Et c'est ce modèle qui est en préparation dans tous les pays sahéliens.
Dans tous les pays africains où des dirigeants ont dit non à la continuité du pillage français, à la continuité du pillage européen, à la continuité du pillage américain, dans tous ces pays, c'est cela qui est au programme. Susciter une sédition intérieure, des séditions intérieures, une trahison intérieure, notamment dans l'appareil de défense et de sécurité, et en profiter pour porter le coup de grâce par une agression extérieure spectaculaire, éhontée et sans façon. Et c'est là que vous comprenez ce que je vous dis. Depuis plusieurs jours, que le Venezuela est le tableau d'école de l'Afrique des libertés en ce début d'année 2026. Celui qui veut comprendre ce qui se prépare chez nous en Afrique doit maîtriser la crise vénézuélienne par cœur. Ce matin, je vous ai parlé des fameux scénarios de sortie de la crise vénézuélienne. Et vous pouvez prendre les 4 scénarios et vous les appliquer au Niger, vous les appliquez au Burkina, vous les appliquez au Mali. Vous pouvez prendre ces 4 scénarios, vous les appliquez en Namibie, vous les appliquez en Afrique du Sud, vous les appliquez en République démocratique du Congo, vous les appliquez au Mozambique, vous les appliquez au Nigeria. Dans tous les pays où les néocolonialistes ont hâte de mettre le grappin de manière décisive sur les ressources, où les impérialistes veulent piller allègrement, où ils se sentent menacés, les 4 scénarios que nous avons explorés sur la situation vénézuélienne s'appliquent de manière mathématique. Voilà pourquoi je conclus en indiquant ce qui pour moi est la solution face à cette hostilité. Premièrement, continuer à renforcer l'appareil d'État et à renforcer la sécurité autour du leadership de la révolution sahélienne, en général, nigérienne en particulier. J'insiste une fois de plus sur l'intention d'utiliser des attaques de drones contre les convois présidentiels des dirigeants du Sahel. L'intention de la décapitation de l'élite révolutionnaire sahélienne à travers les attaques de drones, les attaques aériennes. Le contexte sahélien contemporain se présente comme un espace de convergence complexe, où s'entrelacent héritage historique, dynamique institutionnelle et perception internationale souvent contrastées. Dans cette configuration, Franklin Nyamsi propose une lecture attentive des récits produits autour de la région, en invitant à interroger non seulement leur contenu explicite, mais aussi les cadres interprétatifs qui les structurent. Son analyse s'inscrit dans une volonté de compréhension globale, attentive aux continuités historiques et aux mutations récentes qui façonnent les trajectoires politiques et économiques des États concernés. L'un des premiers axes de réflexion porte sur la manière dont certaines informations circulent dans l'espace médiatique international. Franklin Nyamsi souligne que la présentation des faits relatifs aux relations diplomatiques sahéliennes varie sensiblement selon les sources et les angles retenus. Cette variabilité n'est pas anodine, elle révèle des choix éditoriaux qui, consciemment ou non, hiérarchisent les événements, contextualisent différemment les décisions publiques et orientent la perception des publics extérieurs. Dans cette optique, il invite à une lecture critique, non pas pour disqualifier les médias, mais pour rappeler l'importance de la pluralité des points de vue et de la rigueur professionnelle dans le traitement de l'actualité internationale. Cette réflexion médiatique s'inscrit dans un cadre plus large, celui des relations entre les États sahéliens et leurs partenaires régionaux ou extra-régionaux. Franklin Nyamsi rappelle que les interactions diplomatiques ne peuvent être comprises indépendamment de leur profondeur historique. Les échanges actuels prolongent souvent des logiques anciennes, héritées de périodes où les structures économiques et administratives furent façonnées par des influences extérieures durables. Comprendre ces continuités permet d'éclairer les choix contemporains, notamment lorsque certaines autorités cherchent à redéfinir leurs priorités nationales ou à rééquilibrer leurs partenariats. Dans cette perspective, la question de la gestion des ressources occupe une place centrale. Franklin Nyamsi analyse les orientations prises par certains États sahéliens comme des tentatives de réappropriation stratégique, visant à aligner l'exploitation des richesses nationales sur les attentes des populations locales. Ces choix, présentés comme des décisions de souveraineté économique, s'inscrivent dans une volonté de transformation progressive des modèles de développement. Ils suscitent cependant des lectures divergentes à l'international, révélant des intérêts parfois concurrents et des visions contrastées de la coopération économique. L'analyse gagne en profondeur lorsqu'elle s'ouvre à la comparaison internationale. Franklin Nyamsi établit un parallèle avec certaines expériences observées en Amérique latine, où des gouvernements ont également cherché à réorienter leurs politiques publiques face à des cadres économiques hérités. Cette mise en regard ne vise pas à assimiler des situations distinctes,
mais à identifier des mécanismes récurrents, redéfinition des partenariats, réévaluation des cadres institutionnels, et importance du soutien populaire dans les phases de transition. Ces comparaisons permettent de dégager des enseignements utiles, tout en soulignant la singularité de chaque contexte national. Au cœur de cette réflexion se trouve la question institutionnelle. Franklin Nyamsi insiste sur la nécessité de structures publiques solides, capables d'assurer la continuité de l'action collective et la cohérence des orientations stratégiques. Le renforcement des administrations, la clarté des processus décisionnels et la stabilité des cadres juridiques apparaissent comme des conditions essentielles pour instaurer un climat de confiance, tant à l'intérieur des États qu'auprès de leurs partenaires. Cette approche met l'accent sur la construction patiente de capacités publiques durables, plutôt que sur des réponses ponctuelles aux pressions conjoncturelles. L'analyse aborde également la dimension symbolique des relations internationales. Les discours officiels, les prises de position diplomatiques et les réactions publiques participent à la construction d'images qui influencent durablement les perceptions. Franklin Nyamsi observe que certaines déclarations enthousiastes ou certaines postures affirmées peuvent être interprétées comme des signaux forts, parfois amplifiés par leur résonance médiatique. Il appelle ainsi à une lecture mesurée de ces signaux, en rappelant que la diplomatie repose autant sur les mots que sur les actes, et que la prudence stratégique demeure un atout majeur dans des environnements complexes. Dans cette continuité, la réflexion s'élargit aux dynamiques internes des États sahéliens. Franklin Nyamsi souligne que toute trajectoire de transformation repose sur la cohésion des institutions et la confiance entre les différents acteurs publics. Les périodes de réorganisation exigent une attention particulière à l'inclusion, à la transparence et à la clarté des objectifs poursuivis. La stabilité institutionnelle n'est pas seulement une condition de gouvernance efficace, elle constitue également un message adressé aux partenaires extérieurs, attestant de la capacité des États à conduire leurs propres orientations. L'approche proposée se distingue par son refus des lectures simplificatrices. Plutôt que d'opposer des blocs ou de réduire les situations à des schémas binaires, Franklin Nyamsi privilégie une analyse en couches successives, attentive aux temporalités longues et aux interactions multiples. Cette méthode permet de dépasser les interprétations immédiates pour accéder à une compréhension plus fine des enjeux, où les décisions présentes sont éclairées par les expériences passées et les projections futures. Au fil de son raisonnement, il apparaît que l'Afrique sahélienne ne se définit pas uniquement par les regards portés sur elle, mais aussi par sa capacité à produire ses propres narratifs, fondés sur ses réalités, ses aspirations et ses priorités. Franklin Nyamsi encourage ainsi une prise de parole maîtrisée, articulée autour de projets clairs et de visions partagées. Cette affirmation discursive participe à la construction d'une place reconnue dans les échanges internationaux, non comme objet d'analyse, mais comme acteur à part entière. La conclusion de cette lecture analytique se veut résolument constructive. En mettant en lumière les défis, mais aussi les leviers d'action, Franklin Nyamsi invite à envisager l'avenir avec lucidité et confiance. Le renforcement des institutions, l'approfondissement du dialogue international et l'ancrage des politiques publiques dans les attentes citoyennes apparaissent comme des voies prometteuses. L'histoire montre que les trajectoires de développement sont rarement linéaires, mais qu'elles peuvent être orientées par des choix cohérents et une vision de long terme. Dans cette perspective, l'Afrique sahélienne dispose d'atouts considérables, une jeunesse dynamique, des ressources diversifiées et une capacité d'adaptation forgée par l'histoire. En valorisant ses forces et en cultivant des partenariats équilibrés, elle peut tracer des chemins de progrès durables, respectueux de ses spécificités et ouverts sur le monde. Comme le dit un proverbe africain, c'est ensemble que les gouttes d'eau forment la rivière, rappelant que la constance, la coopération et la patience sont les fondements des transformations profondes.